Alors, les ondes électromagnétiques, ça, c'est clairement la revue de littérature qui m'a demandé le plus de travail. En fait, c'est une revue de littérature qui est énorme parce qu'il y a des milliers d'études sur le sujet. C'est une revue de littérature qui est controversée, conflictuelle aussi. D'habitude, les chercheurs se répondent de manière assez courtoise par article interposé. Bon, sur ce sujet, étonnamment, c'est pas toujours le cas. Et je vous parle même pas des forums, même les forums scientifiques ou les blogs, c'est très très conflictuel. Et bon, sans surprise, hein, c'est une littérature aussi qui est complexe, il y a des aspects techniques, il faut savoir de quel type d'onde on parle, de la durée d'exposition, c'est de type d'études, quelle étude on veut comparer. Il y a des études qui sont faites sur des cellules, sur des cultures cellulaires, des études qui sont faites sur des modèles animaux, des études qui sont faites sur les enfants, des études qui sont faites sur les adultes. Donc voilà, c'est une littérature qui est assez compliquée. On peut aussi mentionner le fait que si on étudie des sujets comme le cancer du cerveau, par exemple, c'est quelque chose qui touche 2 personnes sur 10 000. Donc c'est quelque chose d'assez rare. Si on veut étudier, il faut avoir des études de très grande ampleur qui demandent des collaborations internationales, ce qui entraîne, c'est des études coûteuses, qui peuvent entraîner aussi des problèmes de logistique, des problèmes méthodologiques, qui rendent ces études, finalement, il n'y en a pas tellement et elles sont assez compliquées à mettre en place. Alors tout ça étant dit, ce qu'on peut dire déjà, il faut bien distinguer les ondes ionisantes et des ondes non ionisantes. Les ondes ionisantes, c'est les ondes à très haute fréquence et pour lesquelles, c'est clair, elles peuvent endommager l'ADN, il n'y a pas de controverse. C'est les ondes radioactives, les ondes UV, les ondes infrarouges, ce genre d'ondes. Les controverses, c'est pour les ondes non ionisantes, donc à basse fréquence, comme le Wi-Fi, le téléphone portable, ce genre de choses. Alors cela étant dit, il y a bien des études qui montrent des effets négatifs de ce type d'onde ça augmenterait les taux de migraine, ça aurait des effets négatifs sur l'appareil reproducteur mâle, ça aurait des effets négatifs sur la santé mentale. Il y a même des études qui montrent que l'utilisation d'un téléphone portable pendant plus de 10 ans pourrait doubler les risques de cancer du cerveau, donc on passerait de 2 chances sur 10 000 à 4 chances sur 10 000. Mais voilà, effectivement, le Centre international de recherche sur le cancer avait conclu que les ondes émises par les téléphones portables seraient cancérigènes possibles. Parce que voilà, effectivement, il y a des études qui montrent ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des études qui ne montrent pas ça. Il y a des études qui sont réalisées et qui ne répliquent pas ce genre d'effet. Et qui mettent en avant aussi les aspects préliminaires. Donc il y a beaucoup d'études dont on parle qui ont des échantillons assez faibles, qui ont des problèmes méthodologiques, qui restent préliminaires en fait. Et on peut difficilement faire des études randomisées contrôlées aussi sur ces questions. Donc voilà, ça reste un sujet qui est controversé dans la littérature scientifique. Aussi, les habitudes de vie, le type de technologie auquel on est confronté, le type d'exposition auquel les gens sont confrontés, change énormément et très très rapidement, ce qui fait que quand on a assez de recul, on a suivi des gens pendant 10 ans et qu'on va publier l'article, souvent il est un peu obsolète par rapport au type d'ondes auxquelles les personnes sont exposées aujourd'hui, le type de pratique, et ainsi de suite. Donc ça rajoute encore une couche de complexité. Alors comme si tout ça n'était pas assez compliqué, il y a aussi la question des conflits d'intérêts. C'est vrai qu'il y a énormément de commissions de santé sur ces questions qui sont entachées de conflits d'intérêts, c'est régulièrement dénoncé, et c'est-à-dire que certains des membres vont être financés en partie par l'industrie de télécommunications. Et on sait que quand il y a des conflits d'intérêts, ça augmente les chances que les études en faveur de l'industrie soient mises en avant dans ces rapports. Ce qu'il faut savoir, c'est que la question des conflits d'intérêts concerne aussi l'autre camp. Il y a aussi des conflits d'intérêts dans les personnes anti-ondes qui peuvent avoir des parts dans des entreprises qui font la promotion de dispositifs anti-ondes ou qui vont être consultants pour protéger des personnes dites électrosensibles dans les tribunaux, etc. Et c'était le cas notamment du rapport Bioinitiative, le fameux rapport Bioinitiative qui avait vraiment mis en avant les dangers des ondes électromagnétiques. Il y avait des conflits d'intérêts dans ce rapport-là aussi. Donc voilà, il y a ce problème-là qui rajoute une couche de complexité. Il y a les médias commerciaux évidemment qui mettent en avant les études les plus sensationnalistes et qui ne font rien non plus pour pacifier ce débat. Donc bon, voilà ce qu'on peut dire. Pour les cas des personnes électrosensibles, alors il y a pas mal d'études qui ont testé ces personnes-là dans des situations expérimentales, leur demander est-ce qu'à votre avis cet appareil il est éteint ou il est allumé, ou est-ce qu'à votre avis il y a des ondes électromagnétiques dans cette pièce, oui ou non. Et en général, les personnes dites électrosensibles n'y arrivent pas, donc il semblerait bien
qu'il y ait un effet nocebo qui soit en jeu, donc c'est le contraire de l'effet placebo, c'est-à-dire que c'est plus le stress et les inquiétudes liées aux ondes électromagnétiques qui vont créer des problèmes de santé, des problèmes psychosomatiques. Alors cela étant dit, il y a certains chercheurs qui défendent l'idée que peut-être c'est une exposition à des ondes qui seraient cumulatives, qui entraîneraient des problèmes de santé, ou peut-être ces personnes seraient sensibles à certaines fréquences bien particulières, ce qui rend la chose assez difficile à tester en laboratoire. Mais bon, quand bien même il ne s'agirait que d'un effet nocebo, c'est des personnes qui doivent être prises en charge et qui doivent être évidemment respectées, c'est une réelle souffrance. Aussi un autre indice, c'est que ce qui fonctionne le mieux pour guérir et traiter les personnes souffrant d'électrosensibilité, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. C'est vraiment le traitement qui est le plus efficace et c'est un traitement qui s'intéresse beaucoup aux pensées, au comportement des individus. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Alors comme vous voyez, c'est un débat qui est très complexe, qui est très technique et qui est très, très conflictuel évidemment. Dès qu'il y a des conflits d'intérêts et des controverses, c'est très conflictuel. Alors sans surprise, il y a régulièrement des appels de chercheurs, des pétitions pour faire la promotion du principe de précaution. Il y a des agences officielles comme l'ANSES en France qui recommandent d'utiliser un kit main libre quand c'est possible, d'éviter de faire téléphoner les enfants avec des téléphones portables, d'éviter de dormir ou de rester avec un appareil mobile, un appareil électronique près de la tête ou des organes génitaux, surtout pour les enfants, en particulier la nuit. Par exemple, si on a des adolescents, des enfants qui dorment avec le téléphone portable près de l'oreiller ou sous l'oreiller, il faut mieux éviter de faire ça. Pour les bébés aussi, alors je mentionnais dans une autre vidéo sur le sommeil, ils vendent des applis qui vont faire un petit bruit de fond par exemple pour le bébé, pour l'aider à s'endormir. Ce genre de choses, il faut quand même s'assurer que l'appareil téléphone portable reste quand même éloigné, ou la tablette reste quand même éloignée de la tête du bébé si possible. Voilà, les recommandations sont en général de rester quand même prudent, surtout avec les nouveau-nés, les petits qui sont plus susceptibles. Ils ont un cerveau en plein développement, ils ont une boîte crânienne aussi qui est très fine, il peut y encore y avoir les fontanelles pour les nouveau-nés, donc qui est beaucoup plus perméable aux ondes électromagnétiques. Donc voilà, le principe de précaution est en général promu par des agences officielles et beaucoup de chercheurs. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que s'il y avait des effets vraiment cancérigènes très très visibles et énormes de ces ondes, il n'y aurait pas de controverse. Les études auraient été répliquées et ce serait très clair. Donc si effet il y a, c'est probablement un effet relativement faible. Ça augmenterait peut-être d'1,2 fois les chances de développer des cancers qui seraient de toute façon assez rares. Mais voilà, on va, avec un peu de chance, avoir de plus en plus d'études. Il y a des études d'épidémiologie qui sont en cours de très grande ampleur dans plusieurs pays qui sont en cours actuellement. Et plus on va avancer, plus on aura du recul sur ces technologies. Et avec un peu de chance, il y aura de plus en plus d'études qui vont permettre de clarifier et de pacifier le débat sur ces questions. Mais voilà un petit peu l'état de l'art, très très grossièrement résumé, sur les dangers des ondes électromagnétiques pour nos enfants. Voilà pour cette question.